Rebonjour, ravie de vous retrouver ce matin, donc autour de ces personnalités que je vais vous présenter. Donc Laura Berg est née en 1982, diplômée de l'école de photographie d'Arles. Elle travaille dans un premier temps dans la presse et puis elle va être engagée à l'agence Picture Tank. Côté écriture, elle publie 2 livres de jeunesse chez Actes Sud et un premier roman qui s'appelle Second portrait d'Irina. Chargée de cours et enseignante à Nantes, elle forme un tandem avec Stéphane Soularue, que voici, pour composer la BD dont nous allons parler aujourd'hui, Marie Curie aux éditions Naïve, où on suit le parcours de cette petite fille devenue l'une des grandes chercheuses de l'histoire. À mes côtés, donc, comme je vous le disais, Stéphane Soularue, qui est né à Tulle en 1975. Il effectue des études aux Arts Déco à Paris. Il se lance ensuite comme illustrateur dans la presse écrite. Il collabore à plusieurs ouvrages et réalise une première bande dessinée qui s'appelle Sueur noire. Il travaille comme professeur en art appliqué, à savoir dans l'illustration et le cinéma d'animation. Et donc c'est lui qui signe les dessins du livre dont nous allons parler aujourd'hui sur Marie Curie. À mes côtés, donc également enfin, Yannick Lelardou, qui voit le jour à Villemomble, dont il décrit 1500 ans d'histoire en bande dessinée. Il a fait des études de graphisme et de communication visuelle et travaille comme illustrateur et graphiste indépendant. Il a commencé ses bandes dessinées dans le fanzine de l'association d'art et culture de sa ville natale et il a aussi fait des publications pour les études d'art appliqué à Bondy. Son premier album s'intitule Raphaëlla et les indésirables et aujourd'hui nous allons parler ensemble du personnage de Maria Sibylla Merian. Là aussi c'était aux éditions Naïve au départ, mais ce sont ses éditions indépendantes à lui à présent. C'est sous votre label. Oui, en fait, comme pour Marie Curie, tous les auteurs de la collection Grand Destin de Femmes ont doivent gérer leur album de manière indépendante, puisque Naïve n'existe plus. L'éditeur a été emmené par... Il faut savoir que Naïve, c'est un éditeur de musique à la base, et la musique a beaucoup de mal à vivre de la même manière qu'elle a vécu dans les 10 années, les années précédentes, et donc la partie éditoriale a été emmenée en même temps que la partie musicale. Donc on a repris nos droits et on continue de faire vivre nos livres. Alors aujourd'hui, grâce à vous, en tout cas, vous avez pu faire revivre Maria Sibylla Merian, qui est donc, moi j'avoue, je l'ai découverte, la pionnière d'étymologie. C'est une Allemande au XVIIe siècle et elle va être aussi, comme vous l'appelez, elle va devenir la mère précurseur de l'écologie. Alors au sujet de l'écriture qui vous réunit évidemment, je voulais d'abord vous demander, donc vous, à un moment donné dans le livre, votre héroïne parle de la beauté de pouvoir partager des histoires de vie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter des histoires ? Alors, moi, je fais de la bande dessinée, comme c'est mon média, on va dire. Chacun a un petit peu sa manière de s'exprimer artistiquement. Pour moi, c'est vraiment la bande dessinée. Et j'ai vraiment, sur Maria Sibylla, par exemple, fait le scénario et le dessin, parce que je ne me voyais pas forcément travailler avec quelqu'un d'autre pour faire le scénario. Et donc voilà, c'est l'idée m'est venue en lisant des ouvrages à thème. Là, en l'occurrence, c'était l'histoire de l'illustration naturaliste, qui m'a donné l'envie en fait de parler de Maria Sibylla Merian, parce que c'est un personnage qui est totalement, on peut le dire, en tout cas de notre côté du Rhin, puisque Maria Sibylla Merian est allemande. Elle est connue en Allemagne, parce qu'elle avait encore son portrait sur les billets de Deutschmark avant le passage en euros. Il y avait un timbre à son effigie, il y a des monuments à son nom. Mais de notre côté, effectivement, on a complètement oublié dans l'histoire naturelle son importance, puisqu'elle a mis en évidence quand même la métamorphose chez les insectes. Donc avant elle, on considérait que les chenilles étaient à étudier d'un côté et les papillons de l'autre.
On ne voyait pas le lien entre les deux, et pourtant, dans l'industrie, on avait le verre à soie, et on voyait très bien que le verre à soie avait comme ça une métamorphose, mais elle n'était pas encore comprise. Et surtout, ils croyaient que c'était à part. Ils ne se rendaient pas compte à l'époque que effectivement, c'était valable pour tous les insectes et qu'il y avait un stade larvaire et un stade adulte, en passant par une métamorphose. Donc c'est à cette époque-là, alors c'est comme souvent les découvertes scientifiques, c'est plusieurs scientifiques qui au même moment font la même découverte. Hein. Donc là, il y avait un Suédois, Jan Swammerdam, qui fait la même découverte en fait que Maria Sibylla-Merian, et ils vont l'exprimer de manière différente, puisque Maria Sibylla-Merian en fait n'est pas considérée comme une scientifique à part entière, puisque à l'époque évidemment, comme on en a déjà parlé dans les autres interventions, elle ne faisait pas partie d'une société savante. Simplement, elle a illustré, puisqu'elle était graveur, illustrateur, elle a illustré le cycle de la vie des papillons, en illustrant sur la même image la chenille, sa plante hôte, donc, dont la chenille se nourrit, et le stade adulte. Et en soi, ça, c'était une révolution en fait, dans l'histoire naturelle. Et voilà. Alors, avant qu'on aborde Marie Curie à proprement parler, j'aurais aimé savoir, vous, Laura, au départ, vous venez de la photographie. En quoi est-ce que les mots contribuent à raconter une histoire, que ce soit pour les petits ou les grands ? Faire une photographie, c'est déjà raconter une histoire. Quelque part, c'est choisir à un moment donné qu'on va retenir une fraction de temps, un espace particulier, puisqu'on va cadrer. Je pense qu'il y avait déjà cette idée dans le fait de faire des photographies, et puis l'écriture est venue en chemin. Je lisais déjà beaucoup, j'écrivais un petit peu, mais le fait de me dire, oui, maintenant là je vais écrire, et ça va peut-être même remplacer la photographie à certains moments, parce que ça s'est fait comme ça. Quand notamment j'ai écrit les livres pour Actes Sud, je me suis rendu compte aussi de la liberté que je pouvais avoir en écrivant. Il n'y avait plus un mur derrière moi, un appareil, un nombre de... j'étais plus à devoir changer des pellicules ou quoi. Et cette liberté, à la fois, elle était assez effrayante parce que c'était beaucoup, mais en même temps, j'y ai assez pris goût. Je pense que l'écriture, ça a été... la découverte d'une liberté dans la photographie, je fais plus beaucoup de photographies, mais je pense que c'est parce que l'écriture a pris, comble complètement le besoin que j'avais de m'exprimer en faisant des images. Mm-hmm. Pour vous, Stéphane, qu'est-ce qui fait la force de l'illustration et d'où vous vient cette passion ? Alors c'est une vaste question quand même. Je crois qu'on a tous un rapport au moment de l'enfance avec l'image, et je rejoins Laura sur le fait que dans l'image, il y a déjà une lecture qui se produit. Moi, pour le coup, c'est plus la bande dessinée qui a fonctionné comme un catalyseur de quelque chose que je voulais développer dans ma vie d'adulte, qui était que, avec des moyens très simples, avec quelques crayons, on pouvait développer un univers riche, parfois très complexe. Il y a plein de gens qui ne savent pas encore lire une bande dessinée, donc ça veut dire que c'est quand même un médium qui croise quelque part la littérature et l'image, et c'est pas si simple que ça. Et ça m'intéressait beaucoup, cette proximité avec le lectorat. On peut rentrer dans une bande dessinée par l'image ou dans le livre illustré par l'image, et on peut s'en contenter. On peut aussi avoir une deuxième lecture, une troisième lecture, et amplifier cette première rencontre avec le récit. Il faut savoir que la bande dessinée, dans l'histoire de la bande dessinée, les premières bandes dessinées étaient appelées littérature en estampes. Donc voilà, il y a vraiment un lien entre l'histoire de l'art, l'histoire de l'image et l'histoire de la littérature qui se passe là. Alors Yannick, vous partagez cette passion. Il y a aussi une autre passion qui vous habite, c'est l'histoire avec un grand H cette fois. Pourquoi c'est important pour vous de raviver l'histoire ? Alors, oui, effectivement, j'ai fait l'histoire de ma ville en bande dessinée. C'est pas moi, par contre, qui a fait le scénario. J'ai travaillé avec le scénariste, l'historien local.
Et effectivement, je pense que c'est indispensable en fait pour les générations futures et présentes de toujours avoir à soi en fait son histoire. Donc ce livre-là, c'était vraiment une bande dessinée qui était destinée avant tout aux collégiens, puisque c'était leur programme en fait, leur programme d'histoire. Et bon, vraiment, c'est, je pense, dans ce but pédagogique en fait, que je m'intéresse à l'histoire, quoi. Alors, quand vous abordez, c'est une question pour vous deux, donc Laura et Stéphane, quand vous abordez une figure comme Marie Curie, qui est une figure historique aussi connue, pour laquelle nous avons énormément d'images en tête, quel est le plus grand défi pour vous l'approprier? Laura? Le défi, c'était de dire que ce livre dise quelque chose de Marie Curie qui n'avait peut-être pas été dit de cette façon-là, en tout cas, jusqu'à présent. Moi, ce qui m'a vraiment donné envie d'écrire sur Marie Curie et de raconter quelques événements de sa vie, c'est ce qu'elle écrivait. C'est vraiment ses écrits, que ce soit son journal, sa correspondance, quand elle était en Pologne et en France, ses carnets de recherche, ses comptes rendus à l'Académie des sciences, enfin tout ce qu'elle écrivait, je trouvais passionnant, sa façon d'aborder ses recherches. Et puis, je suis d'origine polonaise, et en Pologne, j'entendais aussi une histoire différente quand même autour de Marie Curie, c'est-à-dire qu'elle a vécu jusqu'à 23 ans. Marie Curie, c'est aussi une figure emblématique de l'amitié entre ces deux pays, et je pense que c'est ce qui me touchait sans doute de façon particulière aussi. Et donc peut-être essayer de faire connaître davantage cette Maria Skłodowska, avant justement d'être française. Je me souviens d'avoir vu un titre, je ne sais plus si c'était Le Point ou l'Express, ces Français qui ont changé le monde. Il y avait Marie Curie, bien sûr elle était française, mais aujourd'hui c'est très important de rappeler que Marie Curie, c'était aussi une femme immigrée qui est arrivée à 23 ans, qui lisait parfaitement le français, le parlait avec quand même difficulté et le comprenait. Enfin, c'était difficile pour elle au tout début. Elle faisait partie de ces étudiantes d'origine étrangère qui intégraient la Sorbonne. Voilà. Et donc c'est cette histoire, c'est cette immigration aussi qui m'intéressait dans le parcours de Marie Curie. Il y avait plein de choses à dire. Il a fallu faire des choix. Je pense que le défi justement, surtout face à un personnage comme Marie Curie, c'était de ne pas vouloir résumer ou tout dire, parce que c'est pas possible. Et voilà, donc on a essayé d'aborder surtout sa formation intellectuelle, ses relations, on va dire vraiment son ancrage familial, les relations de confiance qui l'ont guidée dans ses recherches aussi. Voilà, et qui elle était aussi, sans son opiniâtreté. Voilà, je pense que c'était ça, essentiellement. Alors Laura, vous dites que vous êtes inspirée beaucoup de ses écrits. Qu'en est-il pour vous, Stéphane? Comment est-ce que vous avez travaillé pour trouver le visage de Marie Curie? Alors moi justement, j'avais une image très cliché. On a parlé de cliché tout à l'heure, mais pour Marie Curie, c'était vraiment ça. J'avais l'image assez image d'Épinal, quoi, de la femme de science aux 2 Nobel, austère. On voit quelques photos qu'on retrouve sans cesse et qui sont l'image qu'on garde de Marie Curie. Et j'avais cette image très ancrée avant de rencontrer Laura, et une manière d'entrer dans le personnage et dans son histoire qui rendait la femme dans sa complexité, dans l'image d'une femme complète, une femme de science, mais pas seulement. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'aller chercher une humanité que la science ou l'image de la femme de science a tendance un peu à gommer. Ça a été effectivement forcément très compliqué pour entrer dans un monde d'hommes et s'imposer dans un monde d'hommes pour Marie Curie. Mais je pense que le projet de Laura et notre projet, ça a été d'aller voir pourquoi elle avait eu cette capacité, cette puissance de vie, cette force de s'imposer ainsi dans un monde difficile, dans un siècle qui n'est pas un siècle facile pour les femmes, même si peut-être encore aujourd'hui c'est compliqué, mais le 19e siècle, c'est quand même un monde d'hommes qui domine. Et ce qui m'a intéressé profondément, c'est d'écouter Marie Curie
dans ce qu'elle avait à dire sur le fait qu'on n'a pas à se penser comme homme ou comme femme, on a à se penser comme quelqu'un qui travaille sur quelque chose avec une passion, une exigence, un courage. Et c'est la question qui se pose, c'est pas la question d'être une femme ou un homme. Voilà, ça c'est vraiment la chose qui m'a, je pense, le plus accroché et passionné dans cette rencontre. Alors vous, Yannick, à l'inverse, vous avez pris une figure qu'on ne connaît pas, donc on n'a pas d'image cliché, comme disait Stéphane, on n'a même pas d'image du tout de cette femme. Comment vous avez travaillé pour retrouver les éléments de sa vie et là aussi imaginer le visage et pouvoir l'incarner? Donc, faut savoir que l'idée aussi des éditions Naïves dans la collection Grand Destin de Femmes, c'était de présenter toujours 2 livres en même temps, un avec un personnage à découvrir et un avec un personnage déjà connu, mais dont il est intéressant d'adapter la vie en bande dessinée. Donc le mien est sorti en même temps que le livre de Hannah Arendt, par exemple. Pour ce qui est de la représentation, il y a quand même des représentations de Maria Sibylla Merian. Donc il y a quelques peintures, hein, parce qu'on est à l'époque en fait où il y avait beaucoup de portraitistes qui faisaient les portraits des gens plus ou moins connus, peinture à l'huile. Donc là, on parle du tournant entre le XVIIe et XVIIIe siècle. Hein. Donc c'est vraiment dans les pionniers quoi. Et donc voilà, donc moi j'ai fait ces recherches. Alors principalement la littérature qui parlait de Maria Sibylla Merian, c'était en allemand. Heureusement, des éditions comme Taschen avaient fait un livre traduit dans les 3 langues, là, français, allemand, anglais. Donc le livre de Katharina Schmidt-Loske m'a bien aidé. C'est d'ailleurs la première personne que j'ai contactée en Allemagne, puisque c'est la directrice du Muséum d'histoire naturelle de Bonn. Et comme par hasard, ma ville de Villemomble est jumelée avec Bonn, un jumelage européen. Du coup, en passant par les gens qui s'occupent du jumelage, on a pu faire comme ça des échanges assez facilités au niveau des traductions, puisque bon, quand on essaye de communiquer avec Google Traduction, ça ne marche pas du tout. Surtout pour l'allemand, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que l'anglais ça marche plutôt bien, mais l'allemand... Et donc voilà, et puis ensuite, il y a d'autres sources évidemment. Hein, il y a un chapitre du livre de Nathalie Zemon Davis, 3 femmes en marge du XVIIe siècle, qui est consacré donc à Maria Sibylla Merian. Et puis ensuite, c'est vraiment les livres en allemand, et on a réussi à faire des traductions, extraire les éléments les plus importants. En fait, Maria Sibylla Merian faisait ses illustrations, mais avec toujours un commentaire à côté. Donc c'est aussi ce qui nous a permis, comme ça, de récolter le maximum de documentation et de pouvoir l'exploiter dans un récit qui doit avant tout être de l'action. Enfin, la bande dessinée, l'information passe par les dialogues, l'action. C'est plus proche du film que du roman, hein, parce qu'on n'a pas le droit aux descriptions. On doit utiliser le dessin pour pallier à ce manque d'informations détaillées qu'on peut avoir dans un roman. Pour Marie Curie, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, c'est celui d'être une femme et d'ouvrir la voie à d'autres femmes dans les lieux où elle a été, dans la formation qu'elle a. Stéphane, pourquoi est-ce que vous estimez qu'elle est encore un modèle aujourd'hui et qu'elle a pu justement encourager d'autres générations à suivre sa voie? Je crois que c'est l'engagement qui résume un peu tous les épisodes de sa vie. Et c'est des engagements qui sont soit très compréhensibles parce qu'elle s'est fixé un projet de vie associé à la science, mais aussi les décisions qu'elle prend pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, d'aller sur le front. Évidemment, c'est pas la place d'une femme, c'est pas la place d'une femme de science. C'est la place pour personne. Il y a des gens qui sont envoyés en masse, des hommes qui sont envoyés en masse sur le front. Elle décide d'y aller contre tous les avis, toutes les décisions et tous les dangers. Donc, ce qu'on peut retenir
Enfin, c'est un modèle, certainement, c'est un modèle d'engagement, de résistance. Je pense que là aussi, ces années de jeunesse à lutter pour une Pologne indépendante du joug russe, ça affirme une densité dans le personnage, des convictions qu'elle va garder tout le long de sa vie sur l'idée qu'il n'y a pas d'oppression possible. On doit résister, on ne doit pas se laisser faire lorsqu'on sent qu'il y a une injustice ou un pouvoir qui s'exerce de manière autoritaire. Je pense qu'il y a ça chez elle qui était très très fort, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, et qui peut rester comme le témoignage d'une femme de conviction et de résistance, absolument. Laura, en matière scientifique, en quoi est-ce qu'elle a contribué à bâtir le palais de l'avenir, comme vous l'écrivez? Dans la bande dessinée, c'est dit comme ça. Elle s'est positionnée, mais je crois même au-delà, en tant que femme. Alors, même avec ses recherches avec Pierre Curie, ils écrivaient d'une main. Ils signaient pour eux deux. Quand ils ont découvert le polonium à l'Académie des sciences, ils ont envoyé donc leur compte-rendu en disant qu'ils baptisaient cette substance le polonium en référence au pays d'origine de l'un d'entre nous. Ils écrivent, c'est bien ça, c'est-à-dire qu'ils étaient, après les gens qui ont cherché à savoir qui était véritablement le cerveau des recherches de Pierre et Marie Curie. Je trouve que c'est même pas une question qui peut se poser quand on lit leurs écrits et quand on comprend à quel point ils étaient indispensables l'un à l'autre, puisque le quartz piézoélectrique, l'invention de Pierre Curie, c'est ce qui va permettre à Marie Curie d'analyser différents minerais et de chercher justement ce qu'elle appelle la chimie de l'impondérable, c'est-à-dire cette substance qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas mesurer, elle est face à l'Académie des sciences qui dit mais vous ne l'avez pas isolée, vous ne pouvez pas la peser, on ne connaît pas son poids moléculaire, ça n'existe pas ce que vous cherchez. Et donc eux soupçonnent quelque chose. Je pense que c'était même au-delà d'un positionnement social, ou c'était même au niveau scientifique que c'était, puisque même Becquerel, quand il a vu que l'uranium émettait des radiations, il s'est à cette période arrêté là. Elle a repris ses travaux sur l'uranium, et ensuite, en faisant des analyses dans des minerais, elle s'est dit mais dans ces minerais, on croit connaître vraiment leur composition, mais ils émettent plus d'énergie que l'uranium. Donc, elle a commencé à chercher, et ça se trouvait vraiment dans les déchets ou dans ce qu'on ne pouvait pas à ce moment-là analyser. Et c'est les appareils de Pierre Curie et le système de mesure qu'ils ont mis au point ensemble qui a permis. Et ça, c'est... Stéphane a essayé de relever le défi. Je lui ai dit, bon, il faut que dans cette planche, le lecteur comprenne ce qu'est le quartz piézoélectrique, l'invention de Pierre Curie, et puis c'est le coup de foudre entre Pierre et Marie Curie. Alors voilà, bon, c'était le défi de cette planche, mais je pense que ce qui peut rester comme quelque chose de marquant, c'est qu'il ne savait pas ce qu'il cherchait. Il y avait une part il y avait un travail extrêmement méthodique. Se dire, bon, on va aller chercher tous les cailloux au Muséum d'histoire naturelle, et puis on va essayer, alors évidemment, pas n'importe lesquels, ils avaient quand même une petite idée, mais essayer d'observer véritablement, et puis de se dire, bon, peut-être qu'on va réussir à extraire quelque chose, et ça demandait quand même beaucoup d'étapes à partir de ce qu'ils pouvaient observer, mais ce qu'ils ne pouvaient pas réellement... comment dire, ils ne pouvaient pas réellement l'écrire et le démontrer. Ils ne pouvaient pas réellement présenter l'état de leur recherche à l'Académie des sciences, puisque voilà, c'était trop impalpable, voilà, ce qu'ils recherchaient. Alors, dernière question pour vous. Je vous ai flairé. L'impalpable, justement, c'est aussi le travail de Mérian, sauf que justement, là aussi, elle va essayer de le concrétiser. En quoi est-ce que pour vous, elle est véritablement la fondatrice de l'entomologie et la mère de l'écologie moderne? Alors, le sous-titre « La mère de l'écologie moderne », c'est un peu un abus de langage de notre éditrice, mais
bon, on peut dire quand même plutôt c'est Françoise Crous qui, à partir de notre discussion, m'a dit mais en fait c'est la mère de l'écologie. Il faut comprendre que l'écologie moderne elle est fondée sur le fait que on prend l'animal et surtout son contexte. C'est-à-dire ça sert à rien de protéger les dauphins si on protège pas la mer, l'océan. Hein. Donc le but, c'était de montrer qu'effectivement le fait de montrer la symbiose entre la chenille, sa plante hôte et tout le cycle comme ça de vie, c'est effectivement la pensée moderne qui constitue l'écologie. Mais c'est un anachronisme total, on est bien d'accord. Voilà. Bon, après, la mère de l'entomologie, c'est parce que c'est comme ça qu'elle est nommée par les Allemands. Et parce qu'effectivement, à partir du moment où on considère que la métamorphose, c'est quand même percer le secret des insectes, l'entomologie, c'est l'étude des insectes. Eh bien, merci en tout cas à vous trois et merci à vous pour votre attention.